La pandémie que nous avons connue et la période de confinement que nous avons connue a fait découvrir à beaucoup le télétravail. Alors le télétravail, on ne sait pas si demain ça va se généraliser ou pas, dans quel sens ça va aller. Ce qui n'empêche qu'il va falloir certainement le préparer dans les entreprises. Pour le préparer, on va vous suggérer une méthode et pour ça j'ai invité Maître Alexis Desgremont. Bonjour Maître. Bonjour Jacques. Alors, les accords de télétravail, ça ne s'improvise pas. Il y a des choses qui sont préconisées, qui ne sont pas préconisées. D'ailleurs, on ne sait pas si le télétravail est un droit. Est-ce qu'on peut commencer par là? Est-ce que le télétravail est un droit? Excellente question et la réponse, même si j'ose dire des choses qui n'engagent que moi, la réponse est oui. Aujourd'hui, le télétravail est en passe de devenir un droit pour le salarié dans la mesure où depuis les lois Macron de 2017, l'employeur, s'il refuse à un salarié dont le poste est éligible au télétravail de lui accorder le télétravail, doit motiver son refus par des considérations, des raisons objectives. En revanche, si l'employeur veut mettre son salarié en télétravail, alors le travailleur peut refuser et préférer rester dans l'entreprise. Et lui, en revanche, n'a pas à motiver son refus. Alors, j'imagine qu'on ne passe pas d'un statut de travailleur dans son open space à un télétravailleur comme ça. Il vaut mieux prendre des dispositions. Je pense qu'il faut passer par la négociation. C'est indispensable, effectivement. La loi Macron a voulu favoriser le télétravail et faire en sorte que cette nouvelle modalité d'exécution du contrat de travail se développe. Et pour cela, elle recommande très fortement de passer au mieux par la négociation d'un accord d'entreprise avec les délégués syndicaux. À défaut de délégués syndicaux, la loi recommande une charte unilatérale rédigée par l'employeur, mais après une consultation sérieuse et qui peut être longue du comité d'entreprise, du comité social et économique. Pardonnez-moi, j'utilise encore parfois l'ancien vocabulaire. Ce qui signifie que le comité social et économique, les élus du personnel, ont, à mes yeux, un véritable pouvoir de négociation de cette charte pour mettre en place le télétravail. Ils peuvent d'ailleurs en prendre l'initiative de demander à l'employeur la rédaction d'une charte et d'ouvrir un processus de négociation sur ce sujet. Alors, que mettons dans cet accord? Alors la première chose la plus importante à définir, parce que la loi ne le définit pas, ce sont les postes ouverts au télétravail, les postes éligibles au télétravail. Selon les directions, selon les revendications des délégués syndicaux ou les propositions du comité social et économique, les postes ouverts au télétravail peuvent être plus ou moins nombreux dans l'entreprise. Oui, dans une entreprise de transport, par exemple, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, un chauffeur de camion ne peut pas être en télétravail. Évidemment, ça s'adresse en priorité dans une telle entreprise aux salariés qui travaillent dans les bureaux. Ceci dit, les employeurs ont été, jusqu'à avant la crise sanitaire, relativement réticents à développer le télétravail. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, on a vu que de très nombreux postes sont susceptibles de bien fonctionner en télétravail et l'expérience de la crise sanitaire permet aux représentants du personnel d'essayer d'ouvrir au maximum cette nouvelle modalité d'exécution du contrat. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque de passer du zéro télétravail pour les employeurs qui n'étaient pas convaincus au tout télétravail? Parce que finalement, l'employeur ayant des impératifs de rentabilité à court terme, et parce que l'entreprise, les chiffres d'entreprise ont pris un coup, en disant si j'organise bien mon télétravail, je vais pouvoir rendre 200 ou 300 mètres carrés de bureau où je vais faire des économies de loyer. Ça, ce serait dans un premier temps. Puis se rendant compte qu'il est allé un peu trop dans un sens et qu'il va falloir revenir dans l'autre, quand il va falloir refaire des accords
pour revenir sur l'accord de télétravail, est-ce que là, il ne va pas y avoir un danger de désorganisation totale de l'entreprise? Si effectivement, il y a effectivement un enjeu financier pour les entreprises qui est de faire des économies de loyer. Mais j'espère que le télétravail peut être mis en place progressivement. C'est quelque chose qui peut s'étaler sur plusieurs années dans une entreprise, de sorte que on n'ait pas trop ce type de problème. Mais il est vrai que le télétravailleur a un droit à revenir dans l'entreprise simplement s'il le souhaite. C'est pour ça que par la négociation, les parties, l'une pouvant être très attirée par une économie de loyer de mètres carrés, l'autre pouvant attirer l'attention sur le fait qu'aller trop dans un sens pourrait engendrer un retour en arrière quelques années plus tard. Et peut-être que là, on aurait une modération parce qu'il y aurait débat. Qu'est-ce qu'on met de plus dans l'accord de télétravail? Alors, dans l'accord, l'une des choses très importantes, l'une des problématiques vraiment importantes en matière de télétravail, c'est le contrôle de la charge de travail du télétravailleur. Il a été montré à l'expérience de la crise sanitaire que le télétravailleur peut avoir plus de mal à se déconnecter de son travail parce qu'il est à son domicile en général que lorsqu'il quitte les bureaux de l'entreprise. Donc la loi recommande, elle est assez light, la loi recommande que chaque télétravailleur bénéficie d'un entretien annuel avec, j'estime, son supérieur hiérarchique direct, son manager, un entretien annuel spécial télétravail, à ne pas confondre avec l'entretien annuel d'évaluation. Qui peut d'ailleurs être réalisé par une autre personne que le supérieur immédiat. Donc il y a un problème au niveau de cette charge de travail qui risque d'augmenter et de contrôle du temps de travail, puisque le télétravailleur n'est pas sous le contrôle de sa hiérarchie directe. J'ai connu un employeur qui voulait traiter un accord de déconnexion, qui n'a pas pu le faire. C'était un cabinet d'architectes en Normandie, parce qu'il n'avait que des télétravailleurs, des architectes qui travaillaient de chez eux avec leur matériel et qui décidaient de vaquer à leurs occupations la journée et de travailler la nuit. Donc il dit, moi je ne peux pas frustrer mes salariés qui veulent vaquer à leurs occupations, dans la mesure où le travail est fait, je ne vois pas pourquoi j'irai me plaindre. Mais travailler la nuit, ce n'est pas compatible pour moi avec une vie de famille. Donc ils étaient très ennuyés parce que les télétravailleurs avaient décidé de faire leur propre rythme, ce qui nuisait au rythme de l'entreprise, parce qu'il ne pouvait pas y avoir les réunions qu'on peut faire aujourd'hui. On a vu Skype, Zoom, tous ces ustensiles, parce que les travailleurs avaient décidé de leur propre rythme et certains voulaient travailler la nuit. Et ça, c'est un peu embêtant, il faut le prévoir. Tout à fait. Ça doit être prévu par l'accord, les heures auxquelles le salarié doit travailler, et en particulier les heures auxquelles il doit être joignable quasi immédiatement. C'est une des modalités très importantes du télétravail. Est-ce que l'avenant est obligatoire au contrat de travail? La loi dit que non, mais moi, en tant qu'avocat, je dis que oui. Vaut mieux, parce que tout va sans dire, mais ça va mieux en le disant, et surtout en l'écrivant. Tout à fait. Au minimum, si un accord d'entreprise sérieux a été négocié ou si une charte sérieuse a été rédigée après consultation des élus, on peut demander aux salariés de signer cette charte et dans l'avenant, qui peut être très léger, y faire référence pour renvoyer aux règles générales. Alors, être en télétravail signifie qu'on a un peu plus d'électricité, un peu plus de chauffage, un peu moins de transport, un peu moins de coûts de repas à midi. Comment on fait pour l'indemnisation du télétravail? Comment, à la limite, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour évaluer le surcoût moyen d'un télétravail? La solution, c'est un forfait, c'est-à-dire un forfait mensuel de frais qui représente l'assurance, l'électricité, l'affectation d'une partie des lieux d'habitation privés au travail. La solution, c'est de négocier un forfait. Ceci dit, la loi Macron n'impose plus que ce forfait soit mis à la charge de l'employeur, mais je recommande évidemment aux représentants du personnel de le négocier
parce que l'accord national interprofessionnel de 2005, qui demeure applicable, lui, en faisait une obligation. Alors, on faisait une obligation, c'était quelque part un peu logique, mais si on est raisonnable et qu'on fait son travail correctement et qu'on essaie d'aller dans l'intérêt de tout le monde, on peut considérer que d'une part, on a moins de frais de transport, on a moins de frais de repas à midi, mais l'été, on a peut-être des charges d'une climatisation, notamment dans le midi, qui tourne un peu plus, de chauffage l'hiver qui tourne un peu plus, effectivement l'assurance, la consommation électrique, et donc on essaie de faire une moyenne pour négocier ce forfait. Oui, moi, ça se négocie et c'est comme tout forfait, un peu, un peu global. J'ai une dernière remarque à faire avant de terminer. Il y a une dernière problématique qui me semble très importante, c'est la problématique des managers. Les managers sont parfois réticents au télétravail parce qu'on ne manage plus son équipe comme lorsqu'elle est en contact physique dans les bureaux. Je crois que les managers méritent d'être aidés à passer au télétravail. Ce sont finalement eux aussi des travailleurs dont les intérêts peuvent être pris en compte et défendus par les représentants élus du personnel. Les managers méritent d'avoir une formation pour apprendre à manager leur équipe autrement, compte tenu de cette nouvelle modalité. C'est plus pour les rassurer, les managers. Je me suis rendu compte dans quelques entreprises que des réunions qui avaient un rythme hebdomadaire sont devenues quotidiennes pendant cette période de confinement. Alors on se retrouve avec une activité réduite, mais un nombre de réunions qui va croissant. Tout ça simplement pour rassurer le manager, parce que peut-être que dans l'idée, il a télétravail, c'est 80% de télé, 20% de travail. Parce que c'est quelquefois dans l'inconscient de certains que le télétravail, c'est plus la télé que le travail. Or, on sait qu'un télétravailleur est entre 18 et 22%, je crois, plus productif qu'un travailleur dans un open space qui est dérangé constamment, le téléphone, tu peux me faire ça, voilà. On sait qu'en télétravail, il peut se concentrer, il choisit de décrocher ou pas son téléphone, de finir une tâche, il s'organise lui-même quand il est mature, évidemment, hein, parce que tout le monde ne peut pas, comme ça, s'adapter immédiatement au télétravail. Donc c'est pour ça qu'aussi, dans l'éligibilité, il faut qu'il y ait une certaine seniorité pour qu'on sache que la personne soit apte et ne soit pas inadaptée, justement, à cette manière de travailler. Absolument. L'une des conditions pour qu'un poste soit éligible et qui est objective, c'est un minimum d'ancienneté. Mais il peut être très réduit. Merci beaucoup, maître. Merci Jacques.